Alors, aujourd'hui, on dit que le Sénégal est devenu le cœur du changement en Afrique. Est-ce que on peut dire que le Sénégal revient de loin? Oui, le Sénégal revient de loin, c'est peut-être trop dire parce que nous avons certes, on a fleuré le chaos, c'est ça, il faut le dire, Ouais. à maintes reprises depuis 2021. Mais Dieu merci, on est, Dieu nous a permis de ne faire que fleurir et ne pas entrer, voilà, de ne pas être tombé dans le chaos. Et ça, c'est peut-être la main de Dieu, c'est peut-être aussi dû à certains ressorts qui constituent un peu la société sénégalaise et à une histoire aussi politique du Sénégal. Donc, il y a eu, c'est vrai, des moments de crise, mais on est toujours arrivé, le pays est toujours arrivé à ne pas aller au fond au fond du gouffre et arrêter à un moment donné de faire la paix, de venir à l'essentiel. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Alors, si je devrais vous poser la question de savoir quelle est aujourd'hui, quand vous prenez un peu de recul, quelle lecture vous faites de tout ce que le pays a traversé politiquement et quelles sont les leçons pour vous? Les leçons, il y a des leçons sur le plan politique. Voilà, je pense que le peuple sénégalais s'est battu. À un moment donné, il y avait, jusqu'à présent d'ailleurs, ça persiste, il y avait une bipolarisation de la société sénégalaise. On est soit du côté d'un côté ou de l'autre, donc il n'y a pas de demi-mesure. Les gens étaient c'était très tendu, la tension était très forte. Mais malgré tout, on est sorti de cette crise. Ce qu'on retient comme leçon, déjà, je n'en ai pas sûr à 100%, mais qu'on ne reviendra plus sur les questions de troisième mandat au Sénégal, parce que quelqu'un a essayé en 2000, en 2012, Abdoulaye Wade avait essayé, le peuple s'est levé et a refusé, mais c'était dans les urnes. Le peuple s'est battu, et il a persisté, on est parti aux urnes et le peuple lui a dit non, il est parti. Macky Sall est arrivé, lui on lui a même pas permis d'aller aux urnes d'aller aux urnes pour décider, donc le peuple l'en a empêché. Alors je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis 2021, je pense qu'on ne va plus parler de troisième mandat au Sénégal. Ce sera vraiment, je pense que ce sera de l'histoire pour nous. Nous espérons, voilà. Nous espérons. Alors, aujourd'hui, les élections sont terminées, les élections ont été faites. Ousmane Sonko, le visage même de cette lutte-là, qui a porté ses fruits, se retrouve Premier ministre. Est-ce que ça gage politiquement d'une bonne stabilité? Est-ce que c'était le choix à faire? Oui, Ousmane Sonko, Premier ministre, depuis, je me disais que Ousmane Sonko, comme lui, il a été empêché, sa candidature a été invalidée. Il a porté son choix sur son second au sein de son parti, en tout cas le secrétaire général de son parti. Alors, ce sont eux qui ont cheminé ensemble depuis jusqu'à aujourd'hui. Alors, maintenant, si ce dernier devient président et que lui devienne Premier ministre, je pense que c'est normal. C'est cohérent. Oui, pour moi, c'est très normal. Parce que Sonko, bien vrai que c'est Diomaye Faye que le peuple a élu comme président, mais Diomaye a été un choix de Sonko. C'est Sonko qui a proposé. Donc, parce que lui, il était dans l'incapacité de devenir d'être candidat. Donc, il a choisi Diomaye. Le peuple a voté, enfin, en tout cas, la majorité a voté pour Diomaye. Et même pendant la campagne, alors le mot de comment dire, pendant la campagne, ce qu'il disait, c'est Sonko et Diomaye. Diomaye, c'est Sonko. Donc les deux sont les mêmes. En élisant Diomaye, les Sénégalais ont également, je n'ai pas dit, ils n'ont pas élu Ousmane Sonko, mais ils ont donné du crédit. En tout cas, ils ont mis au pouvoir en même temps Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko ne pouvait pas être à l'écart du pouvoir. Ce n'est pas possible, ce n'était pas imaginable. Donc c'est normal qu'il soit Premier ministre.
qu'il ne soit pas simple directeur de cabinet ou qu'il attende quand il y a après l'élection législative de devenir président de l'Assemblée nationale ou quoi que ce soit, ou bien se retirer dans sa Casamance natale ou à Ziguinchor s'occuper de sa mairie, etc. Non. Il s'est battu il était la figure de proue de l'opposition de ce parti. Il a porté les Sénégalais, c'était lui qui était devant la scène, c'est lui qui était le principal. S'il y a quelqu'un qui a vraiment souffert, qui a vraiment fait don de soi dans le parti, je pense qu'il en fait partie. Il est le premier parce que c'était lui qui était devant, qui menait. Il était le leader, il était le capitaine du bateau. Donc, si quelqu'un d'autre qui a choisi arrive au pouvoir, il doit pouvoir gouverner avec lui. Voilà. Maintenant, comme l'a dit le président du Conseil constitutionnel lors de l'investiture, les conseils qu'il a prodigués au nouveau président, que le pouvoir, il y aura, quand on arrive au pouvoir, vous ferez face aux démons de la division, vous ferez face également à l'ivresse de la puissance du pouvoir. Et nous espérons qu'il n'y aura pas de bisbille entre les deux, parce que ça serait vraiment dommageable pour le Sénégal, ce sera une perte pour le Sénégal. Donc nous espérons que la bonne entente qu'il y a depuis la création de leur parti jusqu'à aujourd'hui, avec la nomination de Sonko comme Premier ministre, je pense que cette bonne entente va perdurer, va persister pour le bonheur du peuple sénégalais en tout cas. Alors, Diomaye Faye a placé sa gouvernance sinon sur le sceau de la rupture. Est-ce que rupture aujourd'hui au Sénégal, c'est ce qu'il faut? Oui, enfin, le projet du PASTEF, c'était ça, depuis que le parti est né, depuis la naissance du parti, 2014 ou 2016, c'était ce qu'il prônait. La rupture, c'est un parti qui est considéré comme, qui est vu comme un regroupement, en tout cas comme un mouvement anti-système. Et ils sont arrivés au pouvoir, avant d'arriver au pouvoir, c'est ce qu'ils ont prôné, ce qu'ils ont chanté sur tous les toits. Donc, même dans le projet, sur papier, c'est la rupture. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura la rupture? Oui, on ne peut que croire pour le moment. Ouais. On ne peut que croire pour le moment. Une chose, c'est vrai qu'une chose est de dire et même de d'écrire dans un projet, d'élaborer un projet qui montre que vraiment c'est bien beau, on sent de la rupture dedans. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre, c'est de pouvoir concrétiser cela quand on arrive au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, ils sont au pouvoir, c'est le moment de le montrer. Pas uniquement, maintenant, le projet en tant qu'en papier, on l'oublie, c'est le projet la mise en œuvre qui intéresse le peuple sénégalais. Voilà, nous les attendons, nous pensons qu'il y aura rupture. Déjà, ils avaient promis de proposer un gouvernement, en tout cas d'installer un gouvernement réduit. Voilà le train de vie de l'État et tout ça. Ils ont commencé hier avec, ils ont proposé, en tout cas, Ousmane Sonko, le Premier ministre, va démarrer avec un gouvernement restreint de 25 ministres, même s'il y a 5 secrétaires d'État qu'on a ajouté, bien sûr, mais c'est bien peu par rapport à ce qui existait. Voilà, ça c'est déjà un acte qu'on a posé. Est-ce qu'ils vont continuer comme ça? Parce que Macky Sall, quand il est arrivé en 2012, c'était la même chose. Il nous avait promis la rupture parce qu'il avait dit gouvernance sobre et vertueuse. Mais après, on sait ce qui s'est passé entre-temps, pendant les 12 ans. Voilà, les 25 ministres avec Macky Sall, au début, je pense que c'était 25 ministres, comme avec du Sonko aujourd'hui, mais on a migré jusqu'à un moment donné au Sénégal, on ne sait même pas combien de ministres il y en a. Vous allez demander même à certains journalistes qui couvrent même la presse politique, combien de ministres il y a au Sénégal, il ne peut pas te dire combien de ministres il y a. Tellement le chiffre est fluctuant, ça change à chaque remaniement ou renouvellement. Donc, nous espérons que déjà avec les 25 ministres, la rupture, ce ne sera pas seulement, mais même les lignes directrices de la gouvernance du régime de Diomaye et Sonko, ces lignes directrices montrent nettement qu'ils veulent aller vers la rupture. Comme je l'ai dit au début, il faut attendre, c'est trop tôt pour dire oui, il y a la rupture. Mais à partir de certains actes qu'ils posent, on peut dire qu'il y a des... On peut espérer, même dans la formation de ce gouvernement. Avant au Sénégal, quand on formait un gouvernement, on voyait il y avait même
On organisait, c'était une mise en scène. J'ai consulté les gens qui sont consultés, qui sortent depuis le bureau avec le premier ministre. Là, il a été consulté. On sait qui va être nommé, qui ne va pas être nommé. Mais eux, leur consultation, c'était fait dans la discrétion. Personne ne savait. Bon, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de messages, mais après tout, ça n'a pas été quelque chose qui était fait à la place publique. Alors, l'autre chose que j'ai remarqué depuis que je suis au Sénégal, dans les échanges que j'ai eus ça et là avec, je veux dire, le citoyen lambda, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes de la part de ce gouvernement, du duo, on va dire, du duo présidentiel, Sonko et Diomaye Faye. Et derrière, il y a beaucoup de déception. Le peuple qui avait l'impression que Macky Sall ne dirigeait pas pour eux, mais dirigeait son clan, juste. Est-ce que vous espérez aujourd'hui, sinon, quelles sont réellement, au-delà des réformes politiques qu'il pourrait avoir, les attentes réelles du peuple sénégalais? Oui, les attentes réelles du peuple sénégalais. Vous savez, au Sénégal, c'est vrai qu'on a toujours été, ou souvent été un pays stable politiquement. Malgré les soubresauts, il y a parfois des difficultés, des tensions qu'on a vécues. Mais c'est un pays stable politiquement. Alors, mais cette stabilité, au-delà de cette stabilité politique, aujourd'hui, c'est la gestion des deniers publics, la gouvernance de manière générale qui intéresse aujourd'hui les citoyens. Il y a le coût de la vie également. Ça, on attend ce gouvernement à rendre les choses transparentes. Et maintenant, désormais, les rapports des cours de contrôle seront rendus publics. Ça, c'est une. Il y a le coût de la vie. Le coût de la vie, tout le monde sait qu'au Sénégal, on fait partie des pays d'Afrique où la vie coûte le plus cher. Voilà, la vie est très chère ici au Sénégal. Je pense que vous-même, en venant ici, depuis que vous êtes là, vous vous êtes rendu compte. En prenant le taxi de votre hôtel à ce bureau, ça vous a pas coûté moins de 1500 ou 2000. Pourtant, c'est pas très loin. Alors, donc, ça veut dire que tout ça fait partie du coût de la vie. Il y a la location, tout ce qui touche aux produits de première nécessité. Tout ça, on les attend, c'est des urgences sur lesquelles les gens... le chômage des jeunes aussi. Oui, c'est des urgences sur lesquelles on les attend. Le chômage des jeunes, c'est également une urgence. C'est également une urgence parce que c'est un pays comme beaucoup d'autres, presque tous les pays africains, c'est constitué en majorité de jeunes. Alors, ces jeunes qui sont désœuvrés, on sait au Sénégal, par exemple, cette année, vous avez depuis presque toute l'année 2023, combien de pirogues parties du Sénégal ils sont arrivés au niveau des côtes italiennes et espagnoles. Donc, ça a été c'est même un record par rapport à certains pays qui étaient beaucoup plus connus dans cette migration irrégulière. Alors, il y a ça, il y a la jeunesse, il y a aussi la question des femmes, comme l'a dit le Premier ministre. Voilà, c'est l'emploi, c'est le coût de la vie. Voilà. Ça, ce sont ces priorités. Après, maintenant, viendra la transparence dans la gestion. Alors, pour finir, à l'avènement du régime de Patrice Talon, qui aussi, bien évidemment, a parlé de rupture, sinon a mis son mandat sous la rupture, qui a fait des réformes politiques très fortes et qui aujourd'hui, ces réformes politiques induisent de nouvelles crises, des crises électorales, des crises politiques sans précédent. Alors, le nouveau président sénégalais aussi, sans tarder, a annoncé la réduction, par exemple, du nombre de partis politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est des réformes qui pourraient être chrysogènes? Il y a déjà le fait que quand quelqu'un qui a toujours prôné la rupture, quand il arrive au pouvoir, ce qu'on attend de lui, c'est de poser des actes qui montrent que c'est vraiment, il est résolument engagé dans ce qu'il a toujours défendu, la rupture. Maintenant, on ne peut pas dès maintenant dire, voilà, si on réduit, comment on va réduire le nombre de partis, tout ça, c'est une question il y a un processus.
Maintenant, on ne peut pas dire est-ce que ce qu'il va faire va engendrer plus de crises ou moins de crises ou va résoudre carrément le problème une bonne fois, ou bien ça va engendrer beaucoup de crises. Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui, c'est un peu prématuré de le dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a espoir. On a espoir. On a espoir que, bon, tout le monde sait qu'il y a trop de partis au Sénégal, par exemple. Voilà, un pays de 18 millions d'habitants, vous avez plus de 300 partis. Voilà, certains partis n'ont jamais été à une élection présidentielle ou même à une élection locale. Donc, ils n'ont jamais ils n'ont jamais eu d'activité telle que dictée, en tout cas montrée dans la charte, dans le cahier des charges des partis politiques au Sénégal. Donc, ils n'ont jamais réalisé d'activité. Alors, ces partis n'existent que de nom, ces partis ils ont le récépissé et puis c'est tout. Donc, si on les réduit, ça peut permettre, en tout cas, de rationaliser un peu, voilà, de concentrer les énergies sur l'essentiel que, voilà, d'être tout, de ne parler que de politique au Sénégal. Ça, c'est une chose. Le président élu Diomaye Faye a dit par exemple qu'il va changer la Sénat par la CENI. On sait qu'au Sénégal, avant, il y avait la CENI. Et après, on a changé, on a mis la Sénat. Maintenant, ce qui est sûr, ce qui est évident, c'est que depuis que la Sénat est là, le Sénégal a toujours quand même organisé des élections, en tout cas relativement transparentes, où il n'y avait pas de contestation, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, depuis presque les années 90. Alors, quand il veut revenir à la CENI, qui a été décriée avant, qu'on a enlevé, on l'a remplacé par la Sénat. Si vous voulez revenir encore à la CENI, on ne peut pas dire, voilà, on peut avoir de préjugés négatifs sur cela, mais moi je me dis, à mon avis, pourquoi ne pas renforcer la Sénat? Voilà. Si le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, la Sénat supervise et contrôle, mais depuis Abdoulaye Wade, c'est Abdou Diouf, il a été battu avec un ministre de l'Intérieur que lui-même avait en 2000. C'était un ministre de l'Intérieur qui a organisé, le général Cissé. Et malgré tout, on a battu Abdou Diouf au second tour. Abdoulaye Wade a organisé des élections en 2007 avec un ministre de l'Intérieur. Il a organisé en 2012 avec un ministre de l'Intérieur, on l'a battu. Voilà, c'est l'administration qui a organisé, mais malgré tout, on est arrivé à au moins à assurer trois alternances avec les ministères de l'Intérieur. Je pense que le problème, c'est peut-être pas aussi profond que ça pour dire, voilà, pour aller vers la création d'une CENI. Si on peut renforcer la Sénat, je pense que ce ne serait pas mauvais. Alors, pour vous qui êtes coordonnateur Westaf News, et donc Westaf News qui est composé de au moins 8 pays, les États, vous l'avez annoncé à l'entame de vos propos, est-ce qu'aujourd'hui, Diomaye Faye qui accède à la présidence du Sénégal, très jeune, par des élections correctes, donc à la loyale, contrairement au coup d'État qu'on a connu, est-ce que vous pensez que c'est une leçon pour les autres États en Afrique? Oui, le fait de... Diomaye est devenu un président très jeune, 44 ans. Moi, c'est moins la jeunesse. Pour moi, la jeunesse, oui, c'est important. Parce que le PASTEF, déjà, c'est un parti composé de personnes relativement jeunes. Voilà, même dans leur... c'est un parti déjà qui est né, dont la naissance est assez récente, c'est à partir de 2014. Alors, et puis à l'intérieur aussi, les dirigeants, les leaders, les responsables de ce parti aussi sont des jeunes. Il est évident que quand on cherche même Sonko qui est Premier ministre, je pense qu'il est de 74, je pense, 74, donc il est relativement très jeune. Ça fait juste combien? 74, 2004, 2024, c'est presque 50 ans. Alors que Bachir Diomaye fait 44. Donc ils sont tous relativement très jeunes. C'est une bonne chose pour l'Afrique parce qu'il y a un vent, c'est la jeunesse a le vent en poupe en Afrique. Donc si vous regardez même les pays où il y a des coups d'État, au Burkina, c'est un jeune militaire de 34 ans, en Guinée, il est jeune, au Mali, c'est relativement jeune. Voilà, au Niger, c'est pas un vieux, hein. c'est pas un général à la retraite. Donc voilà. Donc la jeunesse
ce n'est pas en Afrique seulement, même dans le monde, hein. Les gens, oui, dans le monde. Donc, je pense que la jeunesse a le vent en poupe dans le monde entier. Vous allez en France, Emmanuel Macron a été élu à 39 ans. C'est bien que les jeunes arrivent au pouvoir, oui, parce que la majorité, la population est majoritairement jeune. Voilà, un jeune qui parle, quand si Sonko est compris aussi, enfin, si Sonko semble être aussi compris par la jeunesse, c'est parce que c'est pas tout simplement parce qu'il est un bon orateur, non. C'est parce que aussi il est jeune, il parle aux jeunes avec le langage, voilà, il partage les mêmes aspirations avec cette jeunesse-là. Et ça facilite la communication. Et ça, je pense que ça peut être aussi ça peut faire tache d'huile dans certains pays comme la Côte d'Ivoire. Voilà, on peut aller vers rajeunir un peu la classe politique et laisser un peu plus de place aux jeunes, parce que depuis les années 60, les jeunes n'ont pas souvent été au devant de la scène. C'est des personnes très âgées, ce qui a finalement ce qui a entraîné, ça a entraîné à nourrir ce système qui n'a jamais changé, parce que c'est les mêmes personnes qui sont là depuis les années 60, 70, 80 qui ne changent pas. Même les jeunes qui sont dedans, ils vieillissent dedans, on ne change pas. Donc il n'y a pas de régénération. Voilà. Même l'environnement a besoin de régénération, même dans la forêt amazonienne. Si il n'y a pas de régénération, certaines espèces risquent de perdre. Voilà. Donc bref, c'est très bon pour toute l'Afrique, et je pense que ça doit faire tâche d'huile.